Bonjour, c'est toujours un plaisir pour moi de participer à cet enseignement par MOOC sur l'insuffisance cardiaque. Et je vais vous parler aujourd'hui de la prise en charge des potentiels artériels au décours du traitement de l'insuffisance cardiaque chronique. Donc, vous savez déjà que l'hypotension artérielle elle est fréquente chez les patients qui sont atteints d'insuffisance cardiaque chronique avec FEVG réduite. Et donc, il est bien aussi connu que l'hypotension artérielle elle est spontanée chez les patients insuffisance cardiaque. Elle est souvent liée à un risque cardiovasculaire majoré, à un pronostic péjoratif. En revanche, donc, les données sont limitées concernant la relation entre l'hypotension artérielle qui survient au décours du traitement et le pronostic de ces patients parce qu'il n'y a pas assez d'études. Cependant, on sait donc déjà que l'hypotension artérielle qui survient lors du traitement, c'est un facteur important qui limite la titration des différents médicaments indiqués dans l'insuffisance cardiaque chronique. Et donc, je rappelle toujours ces piliers de traitement qui sont recommandés maintenant en première intention chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque à FEVG réduite. Donc, les quatre piliers, les IEC et les ARNI, les bêta-bloquants, les anti-aldostérone et les inhibiteurs des SGLT2. À côté de ces traitements, bien sûr, il y a aussi une place importante pour les diurétiques chez certains patients, notamment qui ont des signes de congestion. En fait, il n'y a pas vraiment de recommandations concernant la prise en charge de l'hypotension artérielle chez les patients traités par les médicaments d'insuffisance cardiaque. En revanche, il y a un article qui n'est pas très ancien, qui a été publié dans l'European Journal of Heart Failure, qui a été publié en 2020. C'est un article qui parle de la prise en charge de l'hypotension artérielle chez les patients qui ont une FEVG réduite, insuffisance cardiaque avec FEVG réduite. Et cet article a été fait par les experts, par certains experts de la Société européenne de cardiologie. Et dans cet article, les experts, ils ont essayé d'élaborer un algorithme que vous allez voir très intéressant qui permet d'une meilleure prise en charge de cette hypotension artérielle, notamment au décours du traitement médicamenteux, au décours de la titration des médicaments indiqués dans l'insuffisance cardiaque chronique FEVG réduite. Donc, que disent les auteurs? En fait, la première chose à faire devant une hypotension artérielle, c'est d'éliminer une urgence parce que ce sont des patients qui peuvent parfois nécessiter une hospitalisation, notamment en cas de signe de choc ou en cas d'insuffisance cardiaque sévère. Si c'est le cas, il faut hospitaliser ces patients en urgence. Si ce n'est pas le cas, donc il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'urgence, on va dire, hémodynamique. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est de prendre le temps pour surtout confirmer notre hypotension artérielle. Donc, il faut prendre déjà l'hypotension artérielle en position en déclinaison dorsale, en position couchée, puis il faut compléter par une deuxième mesure en position debout pour chercher, bien entendu, une hypotension orthostatique qui, je rappelle, donc c'est une baisse de la pression artérielle systolique au-delà de 20 mm de mercure ou de la diastolique supérieure à 10 mm de mercure qui surviennent dans les 3 premières minutes après le passage en position debout. Donc, chez les patients, si on n'a pas de signe de choc, on n'a pas de cardiaque sévère, dans ce cas-là, il faut bien confirmer cette hypotension artérielle avec une mesure couchée et puis aussi, il faut chercher une hypotension orthostatique par une mesure debout. Et donc, on va avoir 3 cas de figure. Donc, le premier cas de figure, c'est que cette pression artérielle n'est pas trop basse. On va dire, c'est-à-dire, on va avoir une pression artérielle qui est inférieure, on va dire, à 120 mm de mercure, mais supérieure à 100 mm de mercure, et aussi qui n'est pas associée à des signes d'hypotension orthostatique, des signes d'hypotension aussi posturale,
et surtout, il n'y a pas de symptômes d'hypotension artérielle. Donc, les symptômes, notamment les vertiges, la fatigue, etc. Donc, chez ces patients, donc, si on n'a pas une hypotension sévère, si on n'a pas d'hypotension orthostatique, si on n'a pas surtout de symptômes, il ne faut pas toucher au traitement, il ne faut pas modifier le traitement, ni arrêter, ni donc baisser les doses. Alors que chez les patients qui ne sont pas en état de choc, mais qui ont des chiffres de pression artérielle inférieurs à 90 mm de mercure, associés à une hypotension artérielle posturale ou orthostatique, ou bien qui ont aussi des symptômes donc d'hypotension artérielle, chez ces patients, ce qu'il faut faire, c'est d'aller à l'étape 2. C'est quoi cette étape 2? C'est commencer par réduire, voire arrêter les médicaments qui ne sont pas indiqués en première intention dans l'insuffisance cardiaque à FEVG réduite, et notamment donc, les antagonistes calciques, les antihypertenseurs centraux, les alpha-bloquants et aussi les hypotenseurs, on va dire, cachés, notamment donc, les alpha-bloquants chez certains patients qui ont un adénome de prostate, mais aussi les bêta-bloquants locaux, les gouttes de bêta-bloquants chez les patients qui ont des glaucomes, par exemple. Donc, il faut chercher ces médicaments, il faut arrêter ces médicaments, les switcher par d'autres médicaments qui ne sont pas hypotenseurs. Donc, et surtout, il ne faut pas toucher aux 4 piliers du traitement de l'insuffisance cardiaque à FEVG réduite. Il ne faut pas toucher aux IEC, aux ARA2, aux ARNI, aux bêta-bloquants et aux anti-aldostérons. Et aussi, il ne faut pas aussi toucher aux IS-GLT2. Donc, il faut toujours commencer par les médicaments qui n'ont pas prouvé leur efficacité en termes de morbimortalité donc dans l'insuffisance cardiaque. Et aussi chez ces patients, donc lorsqu'on a une hypotension artérielle avec des signes et des symptômes, il faut proposer à ces patients donc le port des bas de contention parce que ça permet d'améliorer le retour veineux et donc ça permet d'améliorer les chiffres de pression artérielle. Donc entre ces deux extrêmes, donc une pression artérielle qui n'est pas trop basse, il n'y a pas de symptômes d'hypotension, et une hypotension artérielle, on va dire, significative avec des symptômes d'hypotension, donc on va avoir d'autres cas de figure, notamment donc des chiffres attentionnels qui ne sont pas trop basses, mais associés à une hypotension artérielle euh, posturale ou orthostatique, et aussi il y a des symptômes qui pourraient être évocateurs donc d'hypotension artérielle. Donc voilà, des patients qui n'ont pas des chiffres trop élevés, trop basses de pression artérielle, mais ils ont des symptômes quand même évocateurs. Et aussi, il y a un groupe de patients qui, lorsqu'on prend la pression artérielle, on va trouver des chiffres qui sont trop basses, qui sont inférieurs à 90 mm de mercure, mais on ne trouve pas des symptômes évocateurs d'hypotension artérielle donc chez ces patients. Donc, que faut-il faire donc, chez ces patients? Donc, faut-il modifier le traitement? Faut-il donc s'abstenir? Donc, chez ces patients, donc, il est recommandé plutôt de bien évaluer, de prendre le temps pour bien évaluer donc, la pression artérielle. Donc, comment faire? Donc, il ne faut pas hésiter à revoir le patient dans d'autres visites et surtout, il faut demander chez ces patients une MAPA, une mesure ambulatoire de la pression artérielle, donc, qui permet de chercher ces pics, on va dire, hypotensifs, ces phases d'hypotension artérielle et surtout l'attribuer aux symptômes qui sont rapportés par le patient. Donc, chez ces patients, donc, lorsqu'on n'a pas trop de symptômes, lorsqu'on n'a pas des chiffres tensionnels qui sont trop basses, donc il ne faut pas se précipiter. Pour arrêter donc, les médicaments, il faut d'abord confirmer qu'il s'agit bien d'une hypotension artérielle, notamment par des mesures répétées de la pression artérielle lors une ou deux visites et surtout par une mesure ambulatoire de la pression artérielle. Et donc, une fois, soit on ne va pas confirmer cette hypotension artérielle, donc on va avoir des chiffres tensionnels qui sont
normaux au MAPA, on va dire, qui ne sont pas trop basses. Donc, c'est normal qu'il ne faut pas modifier le traitement. Par contre, si, si la MAPA ou bien les mesures au cabinet confirment cette hypotension artérielle, confirment que les symptômes rapportés par le patient ils sont liés à l'hypotension artérielle, donc chez ces patients, il faut repasser à l'étape 2 dont on a parlé. Et donc, d'abord, il faut chercher les facteurs qui ne sont pas les facteurs hypotenseurs, donc qui ne sont pas liés à l'insuffisance cardiaque à FEVG réduite. Ça pourrait être une diarrhée, une fièvre, une déshydratation. Et aussi, donc, chercher les médicaments qui ne sont pas indiqués en première intention dans l'insuffisance cardiaque, mais qui peuvent avoir donc un effet hypotenseur. Donc, vous connaissez déjà ces médicaments, on a déjà parlé. Donc, les calciques, les centraux, les alpha-bloquants et même donc, les médicaments qui sont utilisés en fait, par voie locale, que ce soit notamment donc, les collyres en cas de glaucome. Et aussi, il y a aussi les médicaments qui sont utilisés pour la prostate, donc les alpha-bloquants. Il faut les chercher, il faut les arrêter, il faut les switcher par d'autres médicaments pour toujours. Donc, le but, c'est toujours conserver nos piliers de traitement. Donc, toujours conserver les bloqueurs du système rénino-angiotensin, conserver les anti-aldostérone, conserver les SGLT2 et donc pour faire profiter toujours le patient de ces médicaments indispensables pour le traitement de l'insuffisance cardiaque. Donc, soit ça marche, soit ça ne marche pas, bien entendu. Donc, si ça ne marche pas, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, il faut surtout discuter de baisser ou bien d'ajuster le traitement diurétique. Donc, il faut ajuster le traitement d'insuffisance cardiaque et que toujours on commence par le traitement diurétique parce qu'on va dire peut-être c'est le médicament le moins indispensable pour ces patients. Mais avant de baisser la dose du traitement diurétique, il faut surtout faire une bonne évaluation clinique, biologique et échographique de nos patients pour chercher en fait les signes de congestion. Il faut surtout étudier le volume extracellulaire, voir notre patient, est-ce qu'il est congestif ou plutôt il est plutôt dans le versant hypovolémique. Si le patient est dans le versant hypovolémique, il ne faut pas toucher au traitement diurétique. Mais par contre, lorsque le patient il est congestif, chez ces patients, il faut envisager donc de baisser le traitement diurétique. Et donc là, il y a tout un article que je vous ai mis en pièce jointe qui permet, en fait, qui a été publié dans le JAC. Et dans cet article, il y a une mise au point comment faire de façon correcte une bonne évaluation donc de l'état d'hydratation ou bien de l'état du volume extracellulaire de nos patients, en intégrant les éléments cliniques, les éléments biologiques et aussi les éléments échographiques. Donc, comme je vous ai dit, donc, je vous ai mis en pièce jointe donc, cet article. Est-ce que le fait de toucher au traitement diurétique est-ce que ne majore pas ou bien n'altère pas le pronostic de nos patients? Là, il y a un article qui n'est pas très ancien, donc qui a été publié dans l'European Heart Journal en 2019, qui a, en fait, c'est un essai clinique qui a étudié l'effet de l'arrêt provisoire du traitement diurétique chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque FEVG réduite, mais qui n'ont pas de signe de rétention, donc qui ne sont pas congestifs. Donc, chez ces patients, donc, regardez en termes de critères primaires, en termes de dyspnée, en termes de majoration par la suite du traitement diurétique, et en termes même de critères secondaires, donc de BNP, de tests de marche 6 minutes, donc en termes de symptômes fonctionnels. Donc, il n'y avait pas de différence significative entre le groupe donc, arrêt provisoire du traitement diurétique et du groupe maintien du traitement diurétique. Et donc, le fait d'arrêter provisoirement le traitement diurétique chez les patients qui sont en insuffisance cardiaque chronique, qui ne sont pas congestifs, donc ne va pas majorer les symptômes de nos patients. Donc, on peut le faire, bien sûr, en toute sécurité, à condition de bien évaluer le volume extracellulaire de nos patients et évaluer par l'échographie cardiaque, par la biologie, par la clinique. Et donc, chez ces patients, si on est sûr que notre patient n'est pas congestif,
on peut baisser, voire arrêter le traitement diurétique donc pour une certaine période afin de faire monter les chiffres de pression artérielle. Après, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Donc, si ça ne marche pas, donc c'est cette étape 4 donc, qu'il faut envisager. Et l'étape 4 donc, c'est une étape aussi essentielle dans la prise en charge de l'hypotension artérielle chez les patients qui sont en insuffisance cardiaque, chez qui on est en train de titrer les médicaments recommandés, les IUC, les ARA2, les ARNI, les SGLT2 et les anti-aldostérone. Donc, chez ces patients, donc, la règle, c'est toujours d'essayer de maintenir les faibles doses de ces médicaments sans arrêter, sans arrêter un ou deux médicaments. Il vaut mieux faire baisser donc, les doses qu'arrêter un médicament lorsqu'on a des chiffres attentionnels qui sont bas. Comment définir le profil de nos patients? Donc, on va se baser essentiellement sur la fonction rénale, sur la calémie, sur la fréquence cardiaque, si le patient fait ou pas des arythmies. Et là, quand vous observez, donc chez les patients qui sont en insuffisance rénale, qui ont des clairances inférieures à 30 mètres par minute, là, donc c'est clair, c'est logique de commencer par baisser sans arrêter donc les doses des IECOA, des ARA2 ou des ARNI. Si c'est bon, donc on maintient donc ces doses, ces médicaments à petite dose. Si c'est pas bon, donc on va aussi baisser la dose de l'anti-aldostérone. Après, si ça marche pas, donc il faut switcher donc un bloqueur d'histamiine angiotensine par un autre bloqueur d'histamiine angiotensine, que ce soit un IEC, un ARA2 ou bien un ARNI. Après, pour les patients qui sont en hypercalémie, donc lorsque la calémie dépasse 5 milléquivalents par litre, là, chez ces patients, il faut commencer par plutôt baisser la dose de l'anti-aldostérone, minéralo-corticoïde. Après, si ça ne marche pas, c'est plutôt les bloqueurs d'histamiine angiotensine. Et si ça ne marche pas, on va switcher par un autre bloqueur d'histamiine angiotensine. Pour les patients qui n'ont pas de problème de calémie, qui n'ont pas de problème de fonction rénale, mais qui ont un problème de bradycardie, donc c'est bien entendu chez ces patients, donc on peut arrêter donc, la digoxine ou plutôt arrêter l'ivabrilline s'ils prennent en fait ces deux médicaments. Sinon, il faut baisser la dose de bêta-bloquant et si ça ne marche pas, il faut plutôt discuter donc un pacing permanent. Pour les patients qui font des arythmies donc sévères, donc chez ces patients, donc bien entendu, il faut essayer de maintenir la dose de bêta-bloquant à des doses maximales et donc, bien entendu, en cas d'hypotension artérielle, il faut plutôt baisser la dose des IEC ARA2 ou des ARNI et si ça ne marche pas, il faut plutôt baisser la dose de l'anti-aldostérone. Pour les autres patients, qu'on ne peut pas les classer dans l'un de ces profils, donc ces patients, on va plutôt commencer par baisser la dose IECR2 ARNI au bêta-bloquant. Et si ça ne marche pas, on va baisser la dose de l'anti-aldostérone. Après, bien sûr, donc, si soit on arrive à maintenir, donc, à maintenir des niveaux suffisants de pression artérielle, donc on va considérer donc, une nouvelle titration. Donc, on va se baser sur cette titration donc, avec laquelle on est arrivé. Après, donc, lorsque le patient se stabilise, il faut bien sûr envisager de remettre donc, ces médicaments avec les doses maximales. Si la pression artérielle persiste donc basse, les patients persistent en hypotension artérielle, malgré tout, malgré donc l'ajustement du traitement diurétique, l'arrêt des médicaments qui ne sont pas indispensables, les calciques, les centraux, etc., malgré l'ajustement du traitement donc de l'insuffisance cardiaque, les IUC, les ARA2, les SGLT2, les anti-aldostérones. Donc, si malgré ça, notre patient persiste en hypotension artérielle, dans ce cas-là, il faut référer nos patients vers les centres spécialisés en insuffisance cardiaque. Donc, malheureusement, on n'en a pas trop en Tunisie.
Et donc, on espère l'avoir donc, prochainement. Donc, les take-home messages, donc, comme vous avez vu, vraiment, il n'y a pas de consensus qui permet une définition de l'hypotension sévère, ni en termes de prise en charge de cette hypotension artérielle. Il n'y a pas de recommandation. Il y a des consensus experts. Il y a cet algorithme donc, dont je vous ai parlé, donc, qui a été élaboré par des experts de la Société européenne de cardiologie. Et en l'absence de recommandations, donc la prise en charge de l'hypotension artérielle liée au traitement donc, devrait être faite en fonction du profil clinique de chaque patient, notamment son état d'hydratation, son volume extracellulaire, sa fonction rénale, sa calémie, sa fréquence cardiaque. Et toujours, donc, comme j'ai dit, il faut toujours essayer de maintenir donc, les bonnes doses des médicaments, les 4 piliers de traitement de défense cardiaque, donc les IUC, les ARA2, les ARNI, les SGLT2, l'antialdostérone et les bêta-bloquants sont les piliers de traitement. Donc, il ne faut pas les arrêter. Il faut toujours essayer de le conserver donc, tant que possible. Et je vous remercie pour votre attention.